Il avait tout construit de ses mains, son entreprise, sa maison, sa famille. 20 ans de confiance absolue. Et pendant 8 mois, la femme qu'il aimait vendait ses secrets à son pire ennemi, dans son propre lit. Ce qui est terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas la trahison, c'est que tout était parfait en apparence. Le dîner prêt à l'heure, les enfants aidés avec leurs devoirs, le sourire du soir. Pendant que les documents disparaissaient, que les contrats s'effondraient, que des inconnus menaçaient sa famille, elle continuait de jouer le rôle de l'épouse parfaite. Et personne ne voyait rien. Mais une erreur, une seule, et tout s'est écroulé. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Ici, on ne juge pas, on raconte la vérité. Ces histoires sont vraies, elles font mal, et elles vous feront réfléchir différemment sur ceux qui dorment à vos côtés. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors chez vous en ce moment. On adore savoir où vous êtes dans le monde quand vous écoutez ces histoires. Restez avec nous, vous ne regretterez pas. Bastien Moreau posa son smartphone écran contre la table, comme pour étouffer de mauvaises nouvelles, et s'adossa au fauteuil. Derrière la baie vitrée de son bureau, les premières ombres de novembre se glissaient doucement dans la rue, se reflétant sur les capots chromés des voitures exposées dans le showroom. Mais ce n'était pas au reflet de lumière qu'il pensait. Il pensait au 3e appel d'offres consécutif qu'il venait de perdre. Le 3e en 1 mois. « Dis-moi franchement, Simon, sans me regarder dans les yeux, dit Bastien. Comment ont-ils encore réussi à nous dépasser ?» Simon Renard, responsable de la sécurité interne, feuilletait des imprimés couverts d'annotations. Les épaules larges, la voix posée, le regard attentif. Leur offre était inférieure à la nôtre d'exactement 1 fraction de point de pourcentage, répondit-il. Encore et encore, sur les mêmes lignes que seule une poignée de personnes avaient consultées. Quelque chose se contracta désagréablement en Bastien. 20 ans qu'il évoluait dans le secteur automobile, les achats, les accords de concession, les lignes de crédit, les opérations saisonnières. Il connaissait la concurrence dans ses moindres recoins. Mais se faire doubler d'un cheveu, encore et encore, cela n'avait plus rien d'une simple chance adverse. « La liste de ceux qui avaient accès au prix ?» demanda-t-il. « Toi, moi, le directeur financier et 2 chefs de vente. » Tous vérifiés, aucun mouvement suspect sur leur compte, rapporta Simon. Mais je continue à creuser. Bastien hocha la tête en se levant et lâcha brièvement. Passe en revue toutes les transactions du mois. Sépare les crédits auto, les montants, les bénéficiaires, l'origine des dossiers. Il s'arrêta une seconde. Et regarde aussi les accès externes à nos documents, les journaux de connexion, tout. C'est déjà en cours, répondit calmement Simon. La maison l'accueillit dans le silence, sous la lumière douce d'une lampe de bureau. Sa fille Camille, les lèvres pincées, déchiffrait des tableaux dans son manuel de microéconomie. Son fils Adrien, casque sur les oreilles, manipulait une manette d'une main et faisait défiler son téléphone de l'autre. Noémie n'était pas là. « Où est ta mère ?» demanda Bastien en accrochant soigneusement son manteau. « Elle a dit qu'elle rentrerait tard », répondit Camille sans lever les yeux de ses formules. « Elle a des consultations importantes pour des clients à 20h du soir », plaisanta Bastien. « Elle dit que son nouveau travail demande de la flexibilité », trancha la fille avant de replonger dans son livre. Noémie rentrait effectivement tard depuis quelque temps. 2 mois auparavant encore, à 18h, elle tirait déjà du four quelque chose qui embaumait la maison, aidait les enfants avec leurs devoirs, discutait avec Bastien des tendances du marché. Désormais, des réunions, des projets, des contrats. Elle avait toujours travaillé comme analyste dans une banque, mais s'était soudainement reconvertie en consultante indépendante, aidant les concessions à optimiser leur processus de financement, tissant des liens avec les partenaires. Cela sonnait juste, surtout quand Noémie en parlait avec ce calme professionnel, en citant des détails qui auraient fait saliver n'importe quel concessionnaire. Utile, sans aucun doute. Mais au fond de lui, Bastien sentait quelque chose d'opaque, comme un caillou dans une chaussure. Rien de grave, mais suffisant pour gêner chaque pas. Plus tard dans la soirée, quand Noémie rentra, fatiguée, la robe froissée et le sac débordant de dossiers, ils dînèrent ensemble. Les enfants écoutaient d'une oreille distraite. Noémie décrivait avec animation un nouveau dispositif d'évaluation souple pour les clients au profil de crédit ambigu. La bonne présentation d'un dossier, expliquait-elle, pouvait considérablement accélérer son approbation. Bastien posait des questions précises et neutres sur les procédures et les niveaux d'accès,
veillant à ce qu'aucune ombre de soupçon ne transparaisse dans sa voix. Il ne voulait pas jouer au paranoïaque devant ses propres enfants. En résumé, conclut-elle, j'aide les concessionnaires à ne pas perdre de clients à cause de la bureaucratie. La banque y trouve aussi son compte. Et comment tu es rémunéré ? Demanda Bastien. Parfois un pourcentage sur la transaction, parfois un forfait fixe. Dans l'ensemble, c'est correct. Il acquiesça. Tout semblait logique en apparence, mais le lendemain, cette logique se fissura. Un client de longue date appela, avec lequel Bastien avait personnellement négocié les conditions de livraison d'une série à configuration rare. « Bastien, je suis contraint de renoncer, » dit la voix à l'autre bout du fil sur un ton embarrassé. « On m'a proposé quelque chose d'impossible à refuser. Les mêmes spécifications, 20% moins cher. » « Qui vous a fait cette offre ?»« Victor Cross. Sa société dit qu'il sait comment optimiser les frais de dédouanement. » La vigne se coupa. Et dans l'esprit de Bastien ne resta qu'une seule pensée glacée. Quelqu'un obtenait ces chiffres avant même qu'il ait le temps de signer. Et cette personne savait avec qui il parlait et de quoi. Le soir, quand Simon apporta le premier dossier, un malaise profond s'installa. À l'intérieur, des dizaines de demandes de crédit, parfaitement constituées. Passeport, justificatif de revenus, signature, tout impeccable, si ce n'était la coïncidence des adresses correspondant à des immeubles démolis depuis longtemps. Des clients figurant dans le registre des décès, des numéros de téléphone à durée de vie d'1 jour. « C'est ça ton dispositif d'évaluation souple ?» dit Bastien à voix basse en feuilletant les copies. Sur les 8 derniers mois, plus de 40 dossiers présentant des indices d'anomalie, annonça Simon d'un ton neutre, et presque tous sont passés par le même chargé de clientèle bancaire. Le nom est masqué dans les copies, mais les documents d'accompagnement pointent toujours vers le même département. Bastien ferma le dossier et fixa longuement la fenêtre, où son reflet tremblait dans la vitre sombre comme sur un écran étranger. Il ne tirait encore aucune conclusion, trop tôt pour cela. Mais pour la première fois depuis 1 mois, une pensée lui traversa l'esprit qui lui fit grincer les dents. La fuite ne venait peut-être pas de son bureau. « Simon, dit-il enfin, on travaille discrètement, pas un mot à personne, surtout pas à la maison, surtout pas à elle. » Il sortit son téléphone, regarda une photo où Noémie riait aux côtés des enfants au bord d'un lac, un été lointain, et réalisa qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait entendu ce rire en vrai. La matinée commença par des détails qui, pour une raison inexplicable, s'incrustèrent dans sa mémoire. Noémie, en se préparant, glissa son téléphone avec un soin inhabituel dans une pochette intérieure de son sac, elle qui d'ordinaire le posait n'importe où. Camille lui demanda ce qu'il ferait le week-end. Elle sourit et répondit évasivement que les projets étaient encore flottants. Adrien, mâchonnant une tartine, demanda à son père de signer une autorisation pour un tournoi de jeux vidéo organisé par l'école, puis ajouta comme en passant « Maman, tu te rappelles ? Tu disais que tu aurais besoin de moi ce soir pour m'aider avec un logiciel. » Noémie eut un imperceptible tressaillement, mais acquiesça. « Oui, mon grand. Il y a quelques programmes de chiffrement de données clients à configurer. » Bastien leva les yeux de sa tasse. Sa femme avait toujours eu une certaine aisance avec l'informatique. Pas une experte, mais une utilisatrice sûre d'elle. Confier le déploiement de solutions cryptographiques spécifiques à un adolescent de 17 ans, en guise de mise au point, ne ressemblait pas à ce que l'on délègue habituellement. « C'est quoi ces programmes ?» demanda-t-il tranquillement. « Des modules spécialisés pour les transferts sécurisés. Bancaire, ne t'inquiète pas. » Les mots s'enchaînaient, mais quelque chose leur manquait. Comme l'air dans une pièce dont la fenêtre serait hermétiquement close. Dans la journée, Bastien n'y tint plus et appela le standard de la banque où Noémie figurait comme employée. Une jeune femme courtoise, après vérification dans le système, lui répondit « Je suis désolé, mais Noémie est en congé. Depuis 2 semaines, depuis le 15. Vous en êtes sûr ? Oui, c'est bien noté chez nous. Elle a dit qu'elle partait chez de la famille. » Bastien raccrocha et fixa longuement l'écran noir de son téléphone. Le 15. Ce jour-là, Noémie était rentrée tard et avait disserté à table sur de difficiles négociations avec des clients problématiques. Le soir, il tenta de sonder prudemment le terrain. « Ça va, au bureau ?» demanda-t-il, l'air de rien. « Bien, j'ai passé la journée à éplucher des dossiers. Je suis épuisé. » « Et Claire, Hélène, elles vont bien ?»
Tout va. Claire parle de prendre des vacances, je crois. Noémie sourit, une demi-seconde trop tard. Il hocha la tête, gardant un visage neutre. Le mensonge, ce n'est pas seulement les mots, c'est aussi le rythme et la respiration. Et toute la mélodie de ses réponses ce soir-là était jouée sur une partition étrangère. Le même jour, Simon entra dans le bureau. Sur la table atterrit un nouveau dossier, épais, avec un post-it bleu marqué « Crédit, novembre ». Renard, fidèle à lui-même, alla droit au but. 47 dossiers de crédit sur 8 mois, avec des anomalies flagrantes. Beaucoup d'identités fantômes, des adresses inexistantes, des numéros de téléphone jetables. Les fonds sont dispersés à travers des sociétés écrans, puis acheminés vers des fonds offshore. Un nom, dit Bastien, sans même chercher à dissimuler la sécheresse dans sa voix. Les copies sont caviardées, mais selon les indices indirects, il s'agit du département où Noémie est régulièrement désignée comme analyste responsable. Je ne tire aucune conclusion. Simon écarta les mains. Je ne fais que montrer la coïncidence. Continue discrètement. Bastien marqua une pause. Question délicate. Est-ce que quelqu'un a tenté d'exercer une pression sur nos collaborateurs ? Hier, 2 hommes m'ont approché, admit Simon, comme en passant. Ils m'ont demandé de mettre fin à l'enquête, sans menace explicite. Mais l'un d'eux a sorti une photo de ma fille devant son école. Il sembla faire quelques degrés de moins dans la pièce. Je comprends. Suspends temporairement toute activité de surveillance externe. Protège ta famille. En fin de journée, le caillou dans la chaussure était devenu un rocher. Un client fidèle, dont Bastien gérait personnellement la transaction, une configuration exclusive, une longue réservation, des conditions de remise particulières, appela. « Bastien, pardonnez-moi, mais je dois renoncer. On m'a fait une offre que je ne peux pas refuser. »« Kroos » devina Bastien d'une voix lasse. « Oui, il dit qu'il peut accélérer les formalités et il propose un prix inférieur au vôtre de 2%, plus un crédit avantageux via ses propres relais. Voilà. » Après la conversation, Bastien resta longtemps immobile, les doigts croisés. Kroos n'avait pas les ressources pour se glisser à chaque fois précisément là où Moreau avait des dossiers ouverts. Ce n'était pas de la chance, c'était la carte du territoire dessinée par quelqu'un d'autre. Il appela les enfants pour s'assurer que tout allait bien, dit qu'il rentrerait tard, puis fit un détour sur le chemin du retour, une boutique de téléphonie où il acheta un dictaphone porte-clés discret et un petit coffre-fort à fixation murale. Sa décision était prise. Désormais, les originaux des documents sensibles ne quitteraient plus ce coffre, et les conversations touchant à des sujets délicats seraient enregistrées. Non par goût du jeu policier, mais parce que sur le champ de bataille, les preuves valent plus que les émotions. À la maison, Adrien lui glissa un papier dès le seuil. « Papa, regarde ! Maman m'a demandé de recopier ses codes depuis un SMS. Elle a dit que c'était pour des opérations bancaires. Je ne me mêle pas de ça, promis. Mais j'avais l'impression que tu devrais peut-être le savoir. » Les chiffres en eux-mêmes ne signifiaient rien, une série de jetons à usage unique. Mais que son fils ait servi de messager dans des procédures qui ne le regardaient pas, cela ne plut pas à Bastien. « Merci, » dit-il en pliant soigneusement le papier. « N'en parle à personne pour l'instant, d'accord ?» Noémie rentra tard. Ses gestes étaient trop animés, son ton de sympathie trop égal quand il évoqua la possibilité que les autorités fiscales s'intéressent au marché du crédit automobile. Et ses solutions trop prêtes. « Je connais un excellent avocat fiscaliste, » dit-elle avec assurance. « Je peux te mettre en contact. Il nous a sauvés lors d'un contrôle à la banque. »« Mets-nous en contact, » répondit Bastien simplement. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Dans sa tête tintaient des pensées éparses, comme des boulons perdus dans une carrosserie. Le congé depuis le 15, les programmes de chiffrement confiés au fils, les coïncidences dans les dossiers, les offres miraculeuses de la concurrence. Au matin, il prit 2 décisions. La première, placer sa famille sous une protection discrète. La seconde, vérifier l'hypothèse qu'il redoutait le plus d'admettre, que la fuite ne venait pas de son bureau. Et pas seulement la fuite. La rencontre avec l'avocat recommandé par Noémie eut lieu le jour même. Laurent Besson, un homme d'une 50aine d'années, petite barbe soignée et regard tranquille, étala devant Bastien des pièces d'une vérification fiscale. « La situation est sérieuse », prévint-il d'emblée. « L'administration fiscale a des raisons de vous soupçonner de participation à des montages avec de faux crédits.
Les documents sont trop bien construits pour que l'on puisse parler de hasard. Que proposez-vous ? Dit Bastien d'une voix basse mais tendue. Il faut démontrer que vous êtes une victime, non un organisateur, c'est-à-dire apporter la preuve que ces montages ont été conduits à votre insu. Le mieux serait d'identifier la personne qui en était réellement à la tête. Bastien acquiesça, conservant un calme de façade, mais au-dedans, la colère le déchirait. Il comprenait avec une clarté douloureuse que cette personne était bien trop proche. Le soir, au dîner, Camille dit soudain « Papa, maman dit que tu la soupçonnes. C'est vrai ?» La cuillère resta suspendue dans la main de Bastien. Noémie le regardait tranquillement, les paupières légèrement baissées, comme si elle encaissait un coup avec résignation. Camille et Adrien fixaient leur père d'un regard lourd de reproches. « Je n'accuse personne, » répondit-il prudemment. « Mais tu as appelé la banque pour vérifier si maman travaillait, » intervint Adrien. « Je cherchais simplement à clarifier certaines informations. » Bastien sentit la conversation se refermer sur lui comme un piège. « Tu ne fais pas confiance à maman, » dit Camille, blessée. « Elle ne fait que t'aider. » Noémie soupira. « Les enfants ont raison. Je comprends que tu es sous pression, mais on ne peut pas accuser sa famille sans preuve. » La scène était jouée à la perfection. Lui dans le rôle du paranoïaque, elle dans celui de la victime. Les enfants dans son camp. Bastien se força à s'excuser. « Pardonnez-moi, vraiment, trop de pression au travail en ce moment. » Noémie posa la main sur son épaule. « On doit se soutenir, pas chercher des ennemis à la maison. » Il acquiesça, mais au-dedans, le soupçon ne fit que se renforcer. Elle esquivait les coups avec une aisance trop parfaite. 2 jours plus tard, Simon apporta une nouvelle information. Le comptable Lemaire, qui connaissait les détails des crédits litigieux, avait eu un accident. Son véhicule avait été percuté par un camion. Le conducteur avait pris la fuite. Le maire avait survécu, mais se trouvait en réanimation. L'interroger dans la semaine à venir était impossible. « Trop pratique comme coïncidence », dit Bastien en regardant par la fenêtre. « Beaucoup trop. » Ce soir-là, pour la première fois, il se permit un pas qu'il considérait jusqu'alors comme une limite à ne pas franchir. Il retrouva un détective privé, Marc Delorme, dans un petit café en périphérie de la ville. « J'ai besoin d'un tableau complet, » dit Bastien brièvement. « Discret, sans bruit, en particulier sur ma femme. Où elle va, qui elle voit, combien de temps. » Delorme acquiesça. « Rapport tous les 3 jours, on travaille avec soin. » Bastien signa la compte. En partant, il sentit qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il commençait à espionner sa propre famille. Mais il ne voyait plus d'autre issue. Le premier rapport arriva 2 jours plus tard. Bastien le lut le cœur lourd. Le sujet quitte la banque quotidiennement à 17h30. À 3 reprises dans la semaine, il ne se dirigeait pas vers le domicile, mais vers l'adresse suivante. Rue des Acacias, immeuble 12, appartement 45. Dans cet appartement, le sujet rencontre un homme de 45 à 50 ans, propriétaire d'un SUV de luxe. Il reposa les feuilles et ferma les yeux. La fatigue, la colère et le vide se mêlaient en lui. Tout pointait vers ce qu'il refusait d'admettre à voix haute. Le soir, Bastien engagea la conversation avec précaution. « Beaucoup de réunions ces derniers temps. »« Oui, » répondit Noémie tranquillement. « Certains clients préfèrent se retrouver hors des bureaux pour préserver la confidentialité. »« Où exactement ?» Elle retint son regard une seconde, puis dit posément « Nous avons un appartement pour les négociations. La banque le loue. C'est une pratique courante. » L'explication tenait la route, mais les coïncidences avec le rapport du détective étaient trop directes. Le lendemain, un incident éclata au bureau. 3 hommes firent irruption, se présentant comme des représentants de concurrents. Ils réclamaient une rencontre avec Bastien, en hurlant des histoires de contrats bafoués. La sécurité tenta de les intercepter. Une bagarre éclata. Des vitres volèrent, des meubles se renversèrent. Bastien appela la police, mais quand les agents arrivèrent, les visiteurs s'étaient déjà évaporés. « Qui sont-ils » demanda-t-il à Simon, qui appliquait de la glace sur sa lèvre fendue. « Des hommes de Cross. J'en ai reconnu un. Il transmettait un message. Tu t'entêtes trop. Il est temps de comprendre les signaux. »
Bastien sentit la rage monter en lui. Si jusqu'alors c'était une guerre dans l'ombre, Croz venait de passer aux menaces directes. Le soir, en fouillant dans le tiroir de son bureau, il sentit sous les dossiers quelque chose d'étranger. Un petit téléphone bon marché. Il l'alluma. La batterie était presque à plat, mais plusieurs messages étaient conservés. Réunion mercredi, tout est prêt. Il commence à se douter. Il faut accélérer. L'argent a été viré. Son cœur se mit à battre si fort qu'il craignait de l'entendre. La correspondance ne laissait aucun doute. Noémie transmettait des documents à quelqu'un et recevait de l'argent en échange. Il recopie soigneusement les numéros et remit le téléphone en place. Au dîner, elle était parfaite. Des sourires aux enfants, de l'attention, des questions sur l'école, un tableau idéal. Sauf que désormais Bastien savait, tout cela n'était qu'un masque. Mercredi, 20h, Bastien se tenait devant l'entrée d'un immeuble gris rue des Acacias. Une résidence ordinaire, peinture écaillée, odeur d'humidité. Il monta au 4e étage et s'arrêta devant l'appartement 45. La porte n'était pas fermée à clé, entr'ouverte. De l'intérieur parvenaient des voix étouffées, une masculine, une féminine. Bastien reconnut immédiatement la voix de Noémie, mais les intonations étaient différentes, douces, tendres, intimes. Il poussa la porte et entra. Dans l'entrée pendaient un manteau de femme et un imperméable d'homme coûteux. Sur le sol, les escarpins familiers de Noémie et des chaussures masculines. Il fit un pas dans la pièce et se figea. Sur le lit, sous un dessus de lit bleu pâle, étaient allongés Noémie et Victor Croz. Une seconde, Bastien resta immobile comme une statue. Le temps sembla s'arrêter. Puis la fureur éclata. Il se rua en avant, saisit Croz par les cheveux et lui asséna un coup de poing. Croz tenta de se relever, mais un second coup dans le plexus solaire le plia en deux. « Tu voulais ma femme !» rugit Bastien. « Prends ça !» Noémie criait, cherchant à se couvrir avec le dessus de lit. Croz se débattait, hors d'haleine, mais les forces lui manquaient. Bastien le traîna dans l'entrée, lui jeta ses vêtements à la figure et le poussa vers la porte. « Je te revois près de ma famille, je te tue. » Croz, reboutonnant son pantalon à la hâte, marmonna. « Tu ne comprends pas. »« Si, je comprends très bien, » trancha Bastien, et il claqua la porte. Il se retourna vers sa femme. Noémie était debout contre le mur, enveloppée dans le dessus de lit, le visage ruisselant de larmes. « Combien de temps ?» dit-il doucement. « Combien de temps tu m'as mené par le bout du nez ?» Elle ne répondit pas. « Parle !»« 8 mois, chuchota-t-elle. Bastien eut un rire bref, sec, amer. « Et pendant tout ce temps, tu rentrais à la maison, tu m'embrassais, tu préparais le dîner, tu aidais les enfants, tu jouais le rôle de l'épouse aimante. »« Je peux expliquer, tenta Noémie. »« Explique. » Elle se laissa tomber sur une chaise, serrant le dessus de lit contre sa poitrine. Ça a commencé par hasard. Victor est venu à la banque pour un crédit. On a parlé. Il m'a proposé une collaboration. Il disait qu'il pouvait résoudre tous nos problèmes financiers. Quel problème? On n'en avait pas. Tu vivais dans ton monde, Bastien. Tu ne voyais que ton business. Mais le marché change. La concurrence s'intensifie. Dans quelques années, ton entreprise s'effondre. Victor m'a montré un moyen d'assurer notre avenir. Notre avenir? Bastien pointa du doigt le téléphone qu'il avait trouvé. Des crédits falsifiés, des clients fictifs, des virements frauduleux. C'est ça ton avenir? Noémie tressaillit. Je faisais ça pour nous, pour les enfants, pour la famille. Il ricana. Tu as trahi ta famille. Elle leva les yeux, emplie de désespoir. Victor promettait que personne ne souffrirait, que c'était juste un jeu de chiffres. L'accident de Lemaire, la tentative de me faire sortir de la route, les menaces contre Simon, c'est aussi un jeu? Je ne savais pas, s'écria Noémie. Il m'a dit que c'était juste de la pression, rien de plus. Bastien la regardait et comprenait. Devant lui se tenait une étrangère. La femme avec qui il avait vécu 20 ans, la mère de ses enfants, et en même temps la complice d'un système criminel. « Dis-moi franchement, » prononça-t-il à voix basse, « c'est seulement l'argent ?» Noémie se détourna vers la fenêtre, resta longtemps silencieuse, puis murmura. « Non, il me comprend. Avec lui, je me sens femme, pas un accessoire de ton entreprise. Je l'aime. » Étrangement, cet aveu ne le fit pas plus mal.
Au contraire, quelque chose en lui devint froid et limpide. Alors 20 ans de mariage étaient une erreur? Pas une erreur, dit Noémie précipitamment. On a changé. Toi aussi, moi aussi. Oui. Tu es devenue une voleuse et une traîtresse. Elle sanglota, mais dans ses larmes, il n'y avait pas de remords, seulement de la colère. Tu ne m'as jamais comprise. Tu pensais que l'argent suffisait. Moi, je voulais être une partenaire. Victor m'a montré ce que c'est que de vraiment construire quelque chose. Bastien la regarda une dernière fois. Devant lui ne siégeait plus sa femme, mais une inconnue qui avait détruit sa famille. « Les enfants sauront la vérité, dit-il en se dirigeant vers la porte. Bastien, attends, on peut encore arranger les choses. Il n'y a plus de famille, Noémie, tu l'as détruite. Il sortit sans se retourner. Dans son dos s'éleva son sanglot désespéré. 3 jours plus tard, Bastien était assis dans le bureau d'un juge d'instruction. Sur la table s'empilaient des dossiers, des clés USB, des copies de correspondance, tout ce qu'il avait rassemblé, des faux crédits au rapport du détective. Le montant du préjudice s'élève à 500 000 €, dit le magistrat Leroy, feuilletant les documents. C'est une affaire pénale, escroquerie en bande organisée à grande échelle. Je suis prêt à témoigner contre tous les participants, y compris ma propre femme, répondit Bastien d'une voix ferme. Il parlait calmement, mais au-dedans tout bouillonnait. Des images du passé remontaient à la surface. La première maison, le rire de Noémie, la naissance des enfants. Tout cela lui semblait désormais une illusion. Le plus difficile fut d'en parler aux enfants. Le soir, il les réunit dans le salon. « Je dois être honnête avec vous, commença Bastien. Votre mère menait une double vie. Elle participait à un système de faux crédit, avec Cros. » Camille blêmit et fondit en larmes. Adrien se tut, les poings serrés. « Elle nous mentait alors ?» demanda la fille à travers ses sanglots. « Oui, pendant presque 1 an. »« Et qu'est-ce qui va lui arriver ?» demanda prudemment Adrien. « Un procès, peut-être la prison. » Adrien se leva brusquement. « Papa, on reste avec toi ?»« Bien sûr. » Bastien le serra dans ses bras. « On est une famille et on sera ensemble. »« Je ne veux plus la voir, sembleta Camille. Après ce qu'elle a fait ?» Adrien acquiesça. Elle savait qu'on aurait pu te tuer, et elle se taisait. Pour moi, je n'ai plus de mère. Bastien se taisait, comprenant que le coup le plus dévastateur pour Noémie n'avait pas été ses mots, mais la décision des enfants. L'arrestation de Cros eut lieu 1 semaine plus tard. Il fut interpellé directement dans son bureau. La nouvelle se répandit à toute vitesse. Un homme d'affaires respecté, figure publique, père de famille exemplaire, au cœur d'une escroquerie colossale. Noémie fut arrêtée le lendemain. Inculpée pour escroquerie et blanchiment de capitaux, rapporta Simon. Bastien écoutait et n'éprouvait pas de satisfaction, seulement un vide. Le procès dura 3 mois. Bastien assista à chaque audience, témoigna, répondit aux questions des avocats. Noémie était assise derrière la barre des accusés, vieillie, amaigrie, le regard terne. Elle évitait ses yeux. Cros fut condamné à 8 ans de détention en régime strict. Noémie à 4 ans de prison ferme. Le tribunal ordonna la confiscation des biens acquis avec les fonds détournés et le remboursement du préjudice. 420 000 € furent récupérés. Le reste avait vraisemblablement été transféré à l'étranger. « C'est déjà bien, dit l'avocat. Il y a une chance de reconstruire l'entreprise. » Les enfants décidèrent de ne pas revoir leur mère. Camille déclara qu'elle n'était pas prête à pardonner. Adrien dit qu'il n'avait rien à dire à une femme qui avait trahi sa famille. « Papa, tu regrettes ?» demanda sa fille le jour du verdict. « Quoi donc? Ces 20 ans de mariage ?» Bastien réfléchit. « Je regrette de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Mais je ne regrette pas qu'elle ait éclaté. » Après le procès, la vie devint une succession de démarches et de reconstructions. Bastien réinvestit les fonds récupérés dans l'extension de ses concessions, modernisa les équipements, ouvrit de nouveaux points de vente. Camille l'aidait avec la gestion administrative. Adrien configurait les systèmes informatiques. Tous deux semblaient grandir à vue d'œil. « Tu sais, papa, dit le fils un jour, on est devenus plus proches. »« Pourquoi tu dis ça ? Avant, on vivait juste ensemble. Maintenant, on est une équipe. » Camille acquiesça. « On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. »
Les premières lettres de Noémie arrivèrent 4 mois plus tard. Bastien ouvrit l'enveloppe, mais ne lut pas, il jeta simplement. Chaque lettre suivante, les enfants la rapportaient avec la même expression, un mélange de dégoût et de douleur. « Peut-être qu'on devrait savoir ce qu'elle écrit ?» demanda Adrien un soir. « Pourquoi faire ?» répondit Camille froidement. « Elle regrette, elle nous aime. Il fallait y penser avant. » Bastien approuva. On a commencé une nouvelle vie. Inutile de retourner à l'ancienne. 2 ans passèrent. Bastien inaugura la plus grande concession de la région, un bâtiment de 3 étages aux façades vitrées, avec un centre de services intégré et un département de financement. À l'ouverture officielle se pressaient partenaires, clients et journalistes. Camille, désormais étudiante en 3e année d'économie, prit la parole au nom de la famille. Cette concession est le symbole que le travail honnête finit par l'emporter. Qu'une famille fondée sur la confiance peut surmonter n'importe quelle épreuve. Bastien écoutait sa fille et ressentait de la fierté. Elle avait mûri, était devenue plus posée. Adrien avait changé lui aussi. De l'adolescent renfermé qu'il était, il s'était transformé en jeune homme sûr de lui, maîtrisant les systèmes mieux que bien des professionnels. Le soir, quand les invités furent partis, ils s'assirent tous les 3 dans le bureau du nouveau salon. Sur la table trônait une pile d'enveloppes, les lettres de Noémie des derniers mois. « On en fait quoi ?» demanda Adrien en les désignant. Camille se leva, prit la pile et s'approcha de la cheminée. Le papier s'embrasa d'une flamme vive qui illumina la pièce. « C'est bien ainsi, dit Bastien. On a un présent et un avenir. Le passé, on n'en a plus besoin. » La flamme s'éteignit, ne laissant que des cendres. « Papa !» Adrien s'approcha de la fenêtre, les yeux sur les lumières de la ville du soir. « Tu es heureux ?» ?»« Oui, pour la première fois depuis longtemps, vraiment heureux. »« Même sans elle ?»« Surtout sans elle. » Camille ajouta doucement. « Je me demande parfois, et si tu n'avais jamais découvert la vérité ?»« On aurait vécu dans une illusion, » répondit Bastien, « et les illusions s'effondrent tôt ou tard. » Heureusement qu'elle s'est effondrée, dit la fille avec fermeté. Maintenant, on sait à qui on peut faire confiance. Malgré la solidité de ces mots, les lettres continuaient d'arriver. Dans chacune, une demande de pardon, une déclaration d'amour, la promesse de tout réparer. Aucun des 3 n'en lut jamais une seule. Parfois, Bastien se surprenait à sentir son cœur vaciller légèrement quand le facteur apportait une nouvelle enveloppe. Mais il étouffait ce sentiment, car le pardon sans repentir n'est qu'un mensonge, et le mensonge, il ne l'admettrait plus jamais dans sa vie. En affaires, tout allait mieux qu'il ne l'avait espéré. Les fonds récupérés furent réinvestis dans l'extension du réseau. Les partenaires lui faisaient à nouveau confiance, les clients revenaient. Simon continuait de diriger la sécurité. Après tout ce qui s'était passé, il était devenu pour Bastien bien plus qu'un collaborateur, un ami à qui l'on peut faire confiance sans réserve. Un soir, Adrien apporta une liasse de vieux disques et de clés USB. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé dans les archives, dit-il. Ce sont des sauvegardes des anciens projets de maman. Tu veux que je regarde ce qu'il y a dessus ?» Bastien se tut un instant, puis secoua la tête. « Brûle-les. » « Mais il pourrait y avoir des preuves. »« On n'a plus besoin de rien. On est passé par le procès. On a gagné. Ne rouvrons pas les vieilles blessures. » Adrien acquiesça, mais une lueur d'hésitation traversa son regard. Bastien le remarqua, mais ne relança pas le sujet. Ces mêmes jours apportèrent une nouvelle. Kraus avait eu une crise cardiaque en détention. Il avait survécu, mais jusqu'à la fin de sa peine, c'est un lit d'hôpital qui l'attendait. Bastien accueillit cette nouvelle avec indifférence. Son ennemi avait été vaincu depuis longtemps. Noémie, elle, purgeait encore sa peine en régime ordinaire. De temps à autre, des journalistes publiaient des articles sur ses tentatives de prouver son innocence et de faire appel du jugement. Bastien les balayait d'un revers de la main. « Elle n'admettra jamais la vérité », dit-il un jour à Camille. Il lui est plus facile d'accuser le monde entier que de se regarder dans un miroir. Camille serra sa main. « On n'a pas besoin de ses aveux. On a notre propre vérité. » Ils étaient assis tous les 3 devant la cheminée, regardant les flammes, et sentaient que la famille qui restait était devenue plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Le 3e automne après le procès, la vie de Bastien s'était apaisée.
Les affaires prospéraient, les enfants étudiaient et aidaient. La maison s'était à nouveau remplie de calme. Mais le passé n'avait pas disparu sans laisser de traces. Il se rappelait aux souvenirs par des lettres, des enveloppes soigneusement adressées, portant le cachet d'un établissement pénitentiaire. Bastien ne les ouvrait plus. Il les empilait simplement jusqu'à ce que Camille ou Adrien les emportent vers la cheminée. Là, elles brûlaient jusqu'aux cendres. Un soir, Adrien retint sa main au-dessus des flammes. « Papa, et si on a tort de tout brûler ? Il y a peut-être quelque chose d'important. » « Qu'est-ce qu'une personne qui nous a menti en face pendant des années pourrait écrire d'important ?» répondit Bastien fatigué. « Peut-être qu'elle a changé. Les gens changent. » « Les gens ne changent que lorsqu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont fait, » dit le père. Elle joue encore le rôle de la victime. Adrien jeta l'enveloppe dans le feu à contre-cœur. Le papier s'embrasa et le doute se dissipa dans la fumée. Entre-temps, les affaires avançaient bien. La nouvelle concession était devenue un pôle de référence dans la région. Vaste choix, services modernes, financement souple. Bastien avait recruté de nouveaux responsables, ouvert un entrepôt de pièces détachées, signé des contrats avec de grands fournisseurs. Son nom circulait à nouveau dans les milieux professionnels. Simon lui dit un jour « Bastien, vous êtes de nouveau au sommet, sauf que cette fois, sans les ombres des autres. » Bastien sourit, sans illusion. C'est précisément à ce moment que le passé choisit de se rappeler plus bruyamment. Un après-midi, il reçut un appel de l'établissement pénitentiaire. La voix de l'agent était formelle. « Votre épouse demande une visite. » Bastien se figea. 3 ans de silence, et soudain cette demande. « Dites-lui que je refuse, dit-il. » Il raccrocha, mais la pensée ne le lâchait pas. Pourquoi Noémie voulait-elle le voir maintenant, précisément maintenant? Le soir, il en parla aux enfants. « Elle demande une visite, dit-il à table. » Camille secoua la tête vivement. « Non, je n'irai pas. » Adrien fronça les sourcils. « Et si elle a quelque chose d'important à dire ?»« Adrien, dit Bastien fermement, ce qu'elle avait d'important à dire, elle aurait dû le dire avant. » Les enfants se turent, mais leurs yeux trahissaient des sentiments différents. Chez Camille, de la colère. Chez Adrien, du doute. Une semaine plus tard, arriva une nouvelle enveloppe. À l'intérieur, pas les lignes habituelles d'amour et de repentir, juste un billet court. « Je sais quelque chose qui peut tout changer. Si tu ne viens pas, tu le regretteras. » Bastien froissa le papier dans son poing. C'était le vieux jeu de Noémie, la manipulation, l'appel à la curiosité. Mais la graine du doute était semée. Il montra le billet à Simon. « C'est un piège, tu crois ?» demanda Bastien. « Plutôt une tentative de reprendre le contrôle. Elle a toujours joué sur les émotions. Mais si par hasard il y a quelque chose de réel là-dedans ?» Simon haussa les épaules. « Alors il faut y aller préparé. » Bastien réfléchit longuement. D'un côté, il n'avait aucune envie de se replonger dans cette boue. De l'autre, il savait que tant que des non-dits subsisteraient, le passé continuerait de le tenir à la gorge. Le lendemain, il envoya une réponse officielle. Visite accordée. Quand il l'annonça aux enfants, Camille s'enflamma. « Pourquoi ? Elle va encore mentir. » « Je dois mettre un point final, dit Bastien avec fermeté. Adrien garda le silence, mais un soulagement fugace passa dans ses yeux. Le jour de la visite était froid. Bastien entra dans la salle grise de la prison et s'assit à la table. Une minute plus tard, le gardien amena Noémie. Elle avait beaucoup changé. Les cheveux coupés courts, le visage creusé, le regard épuisé. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Bastien ne répondit pas. Il la regardait et pensait. Était-ce vraiment la femme pour qui il aurait autrefois déplacé des montagnes? Noémie se pencha en avant. « J'ai des informations. » Kroos n'était pas le chef. D'autres personnes se cachaient derrière lui. Des gens qui sont encore libres aujourd'hui. Bastien serra les poings. Si c'était vrai, l'histoire n'était pas terminée. « Quelle personne ?» demanda-t-il froidement. Elle jeta un coup d'œil au gardien, puis ramena les yeux sur lui. Kroos n'était qu'un pion, on l'utilisait. Les véritables organisateurs continuent de gérer les montages. Ils sont plus dangereux que tu ne le crois. Bastien eut un sourire amer. « Tu t'attends à ce que je te croie, après tout ça ?»« Je me suis trompé, dit-elle rapidement. Mais maintenant, je n'ai plus rien à perdre.
Si tu ne les arrêtes pas, ils te détruiront, toi et les enfants. Il se tut. Deux forces se livraient bataille en lui. La raison, qui murmurait manipulation, et l'intuition, qui chuchotait qu'il y avait peut-être un grain de vérité dans ses mots. « Pourquoi tu me dis ça ?» dit-il enfin. « Parce que je veux réparer ce que j'ai fait. Que les enfants, au moins, soient en sécurité. » La visite s'arrêta là. Noémie fut raccompagnée et Bastien resta assis, fixant la table grise. Les mots de sa femme résonnaient en écho. Le soir, il en parla à Simon. « Tu penses qu'elle bluffe ?» demanda celui-ci. « Je ne sais pas, mais autant vérifier. » Ils lancèrent leur propre enquête. Simon activa ses contacts. Bastien s'appuya sur Laurent Besson, l'avocat. En quelques semaines, d'étranges coïncidences remontèrent à la surface. Des documents signés avant l'arrestation de Cros, des virements via des comptes offshore et des sociétés écrans. Tout menait à la même conclusion. Cros n'avait effectivement pas été le chef. Derrière lui opérait un groupe de fonctionnaires et d'hommes d'affaires qui l'utilisaient comme façade. « Elle disait donc la vérité », murmura Bastien. « En partie, rectifia Simon, mais ça ne change pas l'essentiel. Elle y participait de son plein gré. » Bastien acquiesça. Noémie avait peut-être dit vrai, non par remords, mais pour redevenir utile, nécessaire. Un mois plus tard, le parquet ouvrit une nouvelle procédure. Bastien apporta des témoignages complémentaires. Ces éléments permirent de prouver l'implication d'une troisième force. Plusieurs personnalités influentes se retrouvèrent sous enquête. Pour Bastien, ce fut le point final. Il comprit que la vérité, aussi amère soit-elle, vaut toujours mieux que le mensonge. Le printemps apporta des changements. Camille réussit brillamment ses examens et décrocha une bourse pour un stage à l'étranger. Adrien lança son propre projet, le développement de services informatiques pour les concessionnaires automobiles. Bastien les observait avec fierté. Ils avaient grandi forts, autonomes. Un soir, ils étaient à nouveau réunis devant la cheminée. Adrien jeta dans les flammes une nouvelle liasse de lettres de Noémie. Le papier s'embrasa et tomba en cendres. « Tu es sûr d'avoir bien fait d'aller la voir ?» demanda-t-il à son père. « Certain, » répondit Bastien. « Parfois, il faut regarder son adversaire en face pour mettre un point définitif. » Camille ajouta doucement. « L'essentiel, c'est qu'on est libre maintenant. » Noémie continuait de purger sa peine, continuait d'écrire, mais ses lettres n'avaient plus aucun pouvoir. Pour Bastien, elle était devenue une ombre du passé, le rappel que la confiance vaut plus que tout l'argent du monde. Il regardait ses enfants et comprenait que malgré la trahison, il avait remporté la bataille la plus importante. Il avait préservé sa famille, sa vraie famille. 2 ans plus tard, Bastien inaugura un nouveau centre automobile. Lors de la cérémonie, un journaliste lui demanda « Comment avez-vous réussi à tenir après un tel coup ?» Bastien sourit. « C'est simple, j'ai choisi la vérité. Et la vérité est toujours plus forte que le mensonge. » Il leva les yeux vers Camille et Adrien, debout à ses côtés, et comprit que l'avenir leur appartenait. Un avenir propre, sans illusion, bâti sur la confiance. Les cendres des vieilles lettres s'étaient depuis longtemps dispersées dans le vent. Et dans leur vie brûlait désormais un autre feu, celui de la force, de la foi et d'un amour véritable que rien ne peut acheter et que rien ne peut trahir.